venir dans cette émission ce matin avec les paroles de Maria Valencia. Donc, une magnifique chanson de Papa Wemba qui rappelle à chaque fois à quel point une femme peut être extraordinaire et devenir une déesse dans la vie d'un homme. Il chantait les prouesses de cette déesse et il lui demandait justement de le retrouver dans les rues de je ne sais quelle ville, mais pour continuer à s'aimer comme cela se doit. Oui, lorsqu'on écoute ces chansons, on sait que la vie est belle, la vie est rose, lorsqu'il y a de l'amour, tout va bien. Mais attention, au départ, tout va bien. Jusqu'à ce que vous ne décidiez d'élargir votre famille ou alors de fonder une famille avec une personne. Et là commencent les vrais problèmes. La semaine dernière, nous parlions des grossesses attribuées. Vous étiez nombreux justement à intervenir sur cette thématique et vous avez donné le pourquoi. Vous avez parlé de la grosse problématique des conséquences en quittant les causes. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un autre pan de ce débat. Hier, nous étions avec notre expert, notre docteur qui nous parlait de l'infertilité. Quelle est la différence entre l'infertilité et la stérilité? Nous avions essayé en tout cas de mettre les projecteurs sur ces deux notions et aujourd'hui dans cette émission nous revenons dessus parce que beaucoup de personnes, beaucoup parmi vous ont posé des questions qui méritent naturellement d'avoir des réponses. Nous aurons également au plateau aujourd'hui Madame Suzanne Adjeté parce que oui, quand on parle d'infertilité, il y a des causes et comme des conséquences et des manifestations. Sur le plan médical comme sur le plan social, beaucoup de choses sont à dire. Alors on vous souhaite simplement de bien vous installer en notre compagnie dans cette émission. Nous allons aborder la question, bien sûr, avec votre concours et le numéro affiché au bas d'écran, ce sera pour que vous puissiez nous envoyer toutes vos interventions, mais vraiment sans aucune... bref, comme vous le sentez. On va partir simplement avec du générique et on revient juste après. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi-même et la team aujourd'hui sera constituée de Miss Niélé qui fait toujours la mise en situation. Elle va faire un pont entre le sujet de la semaine dernière et le sujet de cette semaine. Vous aurez également Monsieur le Pasteur pour la célébration des anniversaires et particulièrement Mr. Guy Watson au plateau pour partager son expérience en tant que père de famille avec nous. Maman Suzanne Adjeté, naturellement, notre sagesse incarnée sera aussi au plateau et vous aurez juste ici, à ma droite, Miss Ruth pour co-animer cette émission avec moi. Avec un peu de musique, nous allons accueillir toute la grande famille de la peau. C'est parti les gars. On n'a plus la musique les gars, c'est fini, donc on ne peut pas danser sur... Mais là, ouais. On a promis leur apporter de la joie. Voilà. Notre manière à nous de rentrer dans vos vies ce matin, c'est à travers la musique et quelques pas de danse, justement, pour célébrer cette icône de la musique africaine et principalement congolaise, Papa Wemba. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien, tu es ravissante. Gracias mucho, gracias mucho. C'est assez classique, mais ça te va super bien. Petite chemise en lin, pantalon je ne sais pas quoi, derbies aux pieds et un petit chapeau vite fait. Je me sens... moi. Voilà, simplement moi. Voilà. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Le mardi passé, on a débattu ici sur le thème les grossesses attribuées et les conséquences. Et aujourd'hui, nous revenons avec un autre thème qui, l'autre fois, on a touché un peu du doigt ce thème-là. Et avec le docteur hier, on s'est dit, pourquoi ne pas en faire tout un débat? Parce que parler de l'infertilité dans le couple, les femmes qui
ramènent des grossesses à leurs hommes parce que l'homme, la virilité, c'est pas vraiment ça. Mais pour l'honneur de la famille et de l'homme, elle ramène des grossesses aux hommes. Est-ce qu'on appellerait ça sacrifice d'abord? C'est une véritable question. Je vais laisser le côté moral de l'histoire à maman Suzanne. Et nous, on va rester sur le côté médical. Clairement, comme tu l'as dit, j'ai encore une petite idée de l'émission du mardi que vous aviez tenue ici, en présence de Dodo, le grand make-up artiste, également animateur sur la RTDS, qui était au plateau avec nous. Et vous aviez aussi abordé les différentes causes. Qu'est-ce qui pouvait emmener une femme à accepter ou décider de tomber enceinte d'un autre homme et de ramener cette grossesse à la maison. Deuxième chose, spirituellement, qu'est-ce que ça peut causer quand même? Parce qu'on est en Afrique, nous avons nos us et coutumes, on sait que ça ne se passe pas aussi facilement comme ça, et plein d'autres choses. Mais, cerise sur le gâteau, aujourd'hui, on ira carrément sur le plan médicinal. On va te poser des questions concrètes. Qu'est-ce qui peut déjà être à l'origine de l'infertilité, de la stérilité? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux notions? Est-ce qu'on arrive à guérir de ça? Est-ce que deux personnes qui se retrouvent face à ce gros mur peuvent passer le cap? Socialement parlant, comment réagissent les familles? Parce qu'on sait que si la femme aujourd'hui est plus indexée, c'est aussi parce que la belle famille est toujours derrière la femme. On s'attend toujours à avoir une femme qui fait des enfants au bout de la première année de mariage. Et quand ça fait 2 ans déjà, c'est de l'inquiétude. Qu'est-ce qui va pas? Voilà. Et les belles-mères ne lâchent pas. C'est pour ça que quelqu'un a dit c'est mieux que les belles-mères meurent. J'ai rien dit, maman Suzanne, je t'aime beaucoup. Voilà, et du coup, on va revenir sur toutes ces notions avec toi, avec madame Suzanne également et notre expert. Mais avant ça, la première partie de cette émission sera consacrée à nous-mêmes. Célébration des anniversaires avec monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur va monter tout à l'heure avec Miss Niélé. Mais avant d'avoir monsieur le pasteur, j'aimerais quand même faire monter un duo de sagesse. Mr. Guy Watson, qui est aujourd'hui père de famille, s'y retrouve bien dans cette thématique que nous avons choisie. Et nous avons Madame Suzanne Adjete, qui est également du haut de ses années d'expertise et de conseils matrimoniaux, a accompagné beaucoup de couples qui se sont retrouvés dans cette condition également d'infertilité. Alors, pas de papa Wemba, laissez maman tranquille pour moi. S'il vous plaît, on les accueille simplement sur un air de la pause. C'est parti les gars, en musique. La Française est de retour, maman. L'Africaine du monde est de retour, on va dire. Hein. Eh bien, dis donc, il est spécialement galant aujourd'hui. C'est parce qu'il a une nouvelle chemise. Hein. Il a toujours été galant. Oh, maman, ça, c'est la nouvelle chemise et l'effet nouvelle chemise. Et nous, il était là, maman, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Ça fait plaisir de te retrouver. Ah oui, moi également. Je ne te voyais plus que sur les réseaux sociaux. Heureusement encore qu'on a les réseaux sociaux. Hein. Mister Guy, ça va? Je vais très bien. Merci. Très belle chemise. Merci beaucoup. Très, très belle coupe. Je l'aurais aimé si tu avais fermé le dernier bouton. Je pense que ça t'aurait donné ça, c'est ce qu'on appelle mon boutou. Hein. Ah ouais, tu vas... Je ne veux pas beaucoup parler. Je mets, mais de ne pas mettre. Mais à toi de voir. Sens-toi à l'aise de toute façon. Ce que femme veut. T'es charmant. Ce que femme veut. Vas-y. Dieu veut. Tu peux le mettre. Maman Suzanne, le mardi dernier, les grossesses attribuées. Quelle était la conclusion sur cette émission? Nous avons voulu que les jeunes dames, et même celles qui sont plus âgées, qui nous ont suivis, essayent d'être honnêtes dans leur relation avec leur monsieur, avec leur mari, et que les attributions de grossesse cessent. Oui, parce que ça ne fait rien de bon. Est-ce que, sans vouloir abuser, est-ce qu'il peut y avoir quand même quelque chose de positif là-dedans? Parce que quelqu'un l'aurait dit, ça permet de sauver des familles, ça permet si on veut, d'aplanir les choses. Est-ce que ça reste positif sur le long terme, ça? Non, moi, je ne pense pas que ça soit positif sur le long terme. Parce que sauver une famille, ce n'est pas ça. Sauver une famille, ce n'est pas se mettre d'accord
entre monsieur, madame, pour aller ramener un enfant du dehors lorsque le monsieur est stérile. Sauver une famille, ce n'est pas tromper son mari. Et sauver une famille, ce n'est pas laisser vivre son enfant dans le mensonge jusqu'à l'âge adulte. Parce qu'on a vu qu'il y avait des hommes adultes qui sont devenus des gens vraiment responsables dans le pays et qui apprennent. Qui ne sont pas l'enfant. Qui ne sont que leur papa n'était pas leur papa. Voilà, le choc. Maintenant, et sur tous leurs diplômes, ils ont le nom de ce monsieur-là. Et leurs propres enfants portent ce nom-là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Comment rattraper le passé? C'est fini. Ces gens se demandent finalement qui ils sont. Bon, alors, je pense que tout ce qui emmène à ça, c'est la question de l'infertilité. Oui. Le plaisir qu'on voudrait vous faire, c'est ramener dans cette émission un expert qui s'y connaît très, très bien. Hier, avec Miss Chilalo, on avait juste levé un tout petit peu le voile sur cette question. Malheureusement, on a manqué de temps parce que dès qu'on a commencé à égrener le questionnaire, on recevait également ici plein de questions de beaucoup de personnes. Je ne dis pas que vous êtes infertile, hein, mais juste qu'on a reçu beaucoup de questions venant des téléspectateurs et on s'est dit que ce serait vraiment plaisant de ramener notre expert aujourd'hui. Alors, 2 dernières personnes, Miss Nyele et Mr. Rock Katako. Mr. Rock Katako va venir en premier, il va s'installer et Miss Nyele va venir à la suite comme toujours pour nous faire la mise en situation. C'est bon, en musique. Bonjour à toi. Bonjour maman. Bonjour. Vous m'avez manqué. Ah Je vous ai pas oui, revu c'est le plutôt toi mardi qui nous a passé. manqué. Bon, C'est on peut toi qui éteindre nous a les lumières hein, pour quittés. vous. On va éteindre les lumières, on vous remet, je sais pas, du Papa Wemba. Faites comme si on n'était pas là, tranquille aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, mais ça le passé, nous, on veut juste avoir les prénoms du jour. Alors, les prénoms du jour, aujourd'hui, c'est le 2 juillet. Nous sommes dans le 7e mois de l'année. Et nous célébrons aujourd'hui les Eugénies, les Martiniers, les Colombats et les Libérates. Les quoi? Les Martiniers, Colombates, libérates. les Colombates et les Libérates. Libérates. Voilà. Libérates. Eugénie. Hein. Les Eugénies. Déjà, bonne fête d'anniversaire à vous, bonne célébration, ou je dirais bonne nouvelle année à chacun d'entre vous. Votre animal porte-bonheur, on commence par là. On commence avec l'animal porte-bonheur. Bon, c'est tôt, hein? C'est quoi? C'est tôt. Ah, le chat! Le chaton. Pourquoi vous l'avez ramené aussitôt? Le chaton. Mais le c'est chaton. le chaton. Le chaton. Voilà. Bon. C'est l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui. OK. Les Eugénies, voilà. C'est votre animal. C'est ça. Je connais une Eugénie, là, elle ressemble vachement à un chaton aussi. Je sais pas, il y a un lien direct entre eux. Guy, attention à toi. Bien, on continue. Alors, les caractéristiques, ce sont des personnes avec un caractère assez fort. OK. Elles ont de la force morale en abondance, restant fidèles à leurs principes. Ouais. On peut compter sur elles. Voilà. OK. Voilà. Elles attirent les autres, pourtant, elles ne sont pas très sociables. Pas du tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Elles ont un comportement plutôt pessimiste. Elles essaient toujours de n'être soumises à personne. OK. Voilà. Leur quête de validité et d'indépendance est très, très limitée dans la vie. OK. Elles sont fortement attachées à leur famille et à leur maison. OK. Ce qui réduit souvent la portée de leur intérêt et resserre leur point de vue et crée des obstacles dans la vie. Possible. C'est pas bien. Il faut changer un peu ça. Voilà. Ouais. Alors, elles font carrière dans la richesse. Moi-même, quand j'ai lu ça, je n'ai pas compris. Elles font carrière dans la richesse. Elles côtoient la richesse. Elles côtoient la richesse. Voilà. Carrière dans la richesse. Ça, par contre, c'est très philosophique. Voilà. La première moitié de leur vie est généralement plutôt influenceuse et ce n'est qu'à la seconde partie que la chance commence à leur sourire. Ah, donc, c'est en fait, si tu veux, des personnes comme ça, on les appelle les sacrifiés. La première partie de leur vie, c'est des gens qui font pour les autres. Oui. Et c'est dans la deuxième partie, si elles arrivent à survivre pour rentrer dans la deuxième partie, que ça commence à fleurir. Sinon, imagine, ceux-là, ils ont beaucoup de sorciers dans leur entourage. Première partie, ils se sont beaucoup sacrifiés. Et au moment maintenant de jouir des fruits de leur sacrifice, quelqu'un arrive à les abattre. C'est fini? Voilà. Je ne dis pas que c'est votre cas. Hein? Alors, elles font carrière à partir de 35 ans.
Ah, ok. Bon, alors, s'il y a une génie ou bien une libérate, ou je ne sais pas quoi, qui libérate, colombienne, voilà. Et que présentement, tu es dans la vingtaine ou même dans la trentaine et que tu as l'impression que ta vie n'est pas forcément sur les rails, que rien ne va comme tu veux, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Parce que, attends, 35 ans, là, les choses vont changer. Maintenant, si à 35 ans, ça ne change pas, il faut comprendre que le sorcier dans ta famille est puissant. Là, c'est une histoire spirituelle. Il faut que tu retournes en arrière, s'il te plaît. Bien. On fait ce genre de délivrance chez nous. Tu as besoin de délivrance, tu parles de quoi? Allez, on continue. Alors, l'argent est votre métal de chance. Votre pierre de naissance est la perle. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, 14, 24, 38 et 41. 10, 14, 24, 38, 41. Et 41. Okay. Vos couleurs porte-bonheur sont le blanc, châtaigne et la couleur verte. Voilà. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la lavande. Votre plante porte-bonheur est géranium et votre animal porte-bonheur est le chaton. C'est le chaton. Voilà, merci beaucoup, monsieur le pasteur. Je vais également profiter pour passer cette information. On l'a dit, la saison des vacances de la pause va commencer très bientôt. Et donc, si vous avez envie d'être le nouveau visage de cette émission, bien sûr, vous retrouvez à l'animation en tant que chroniqueur. On vous demandera simplement de nous envoyer une petite vidéo de 30 secondes dans laquelle vous vous présentez et donnez vos motivations. Et cette vidéo sera envoyée sur le 92 50 72 85. 92 50 72 85. Vous avez jusqu'à samedi minuit pour envoyer vos vidéos. Passé ce délai, aucune autre vidéo ne sera acceptée. Guy Watson n'est pas dans la compétition. Il y a une personne qui célèbre une bougie de plus aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Il est en train d'écraser les larmes. Il est en train d'écraser les larmes. Ah, c'est l'anniversaire de M. Mansa? Ouais. Ah, d'accord. Bonne fête d'anniversaire à l'ex-manager ou producteur de Centrinos. Voilà. Et bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui, à sa suite, soufflent également une bougie de plus. Célébrez comme cela se doit. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Je vous en prie. Bien. Alors, on va te laisser partir avec la plage publicitaire. Déjà. On va revenir retrouver Miss Eve pour la mise en situation. Et juste après sa mise en situation, on aura également notre expert, notre docteur, qui va monter au plateau. Plage pub. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Pour bien entretenir votre véhicule, choisissez les huiles à moteur synthétiques, semi-synthétiques et minérales Captorus. Des lubrifiants nouvelle génération très performantes, même à très haute température, vous garantit une meilleure protection contre l'usure des pièces du moteur et une protection optimale des pièces contre la chaleur. Les huiles Captorus sont certifiées ACA et API. Captorus, nous signons la qualité. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher.
Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colonie Circuit Aventure. Agieux vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Alors, on les reçoit également les messages de nos téléspectateurs. Bonjour tout le monde. Déjà, pour commencer, on vous demande comment est-ce que vous portez ce matin. On va super bien. Et ce message est juste pour vous saluer et vous dire également qu'on aime beaucoup votre émission signée Grâce depuis Atakwame. Merci, Grâce. Salut l'équipe de la pause. Je me nomme Justin, je suis à Sokodé. J'aime beaucoup votre émission que vous faites chaque jour à 11h30 sur la chaîne nationale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et on vous demande comment vous allez quand même. Hein? Pas bien. Nous allons bien. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour. Le plateau, bonjour à tout le monde au plateau. Bon début de juillet. Et bientôt, c'est les Évalas en pays Kabyé. Jolie les langues depuis... voilà. Je sais qu'on est déjà invités. Si Dieu veut, je me tais. Merci beaucoup. Bien. Allez, elle va monter sur le plateau. Mais avant de la faire monter, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Une histoire d'une amie qui a été énormément marquée. Alors, cette personne a été 16 années en mariage avec un homme. Ils n'ont jamais pu avoir des enfants. Et à chaque fois qu'elle demandait au monsieur qu'il puisse aller consulter, le monsieur remettait à demain. Et comme c'était un homme de pouvoir, il avait quand même assez d'ascendant sur sa femme. Et au fil des années, elle voyait son âge évoluer parce que la femme a quand même une espérance de vie un peu plus limitée que l'espérance des hommes. Et elle se disait, mais à quel moment je vais avoir des enfants? Sauf qu'à chaque fois, quand elle demandait qu'ils aillent consulter, monsieur trouvait une belle excuse ou alors partait en voyage et plein de choses et ça ne se faisait pas. Au bout de 15 ans, elle dit, maintenant, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Et donc, elle l'a obligé à aller en consultation. C'était soit ça ou on divorçait. Donc, finalement, le monsieur s'est retrouvé dos au mur. Il a accepté d'aller en consultation. Ironie du sort, ils arrivent à l'hôpital et le docteur qui va les recevoir s'avère être un promotionnel de madame. Donc, madame se retrouve naturellement en confiance, se laisse aller, on fait les analyses et tout. Et finalement, les analyses sortent. Mais monsieur refuse d'aller retirer les analyses. Parce que pour ces analyses, étant donné que ça a été en couple, normalement, ça doit être reçu en couple. On ne peut pas ouvrir l'enveloppe sans la présence de la femme ni la présence du monsieur. Donc, le monsieur refusait d'aller chercher les résultats. Et au bout de 2 mois, la femme exaspérée, elle appelle son amie et lui dit, mais écoute, toi et moi, on a été à l'école, j'ai des problèmes dans mon couple, mon mari, clairement, n'est pas décidé à venir chercher cette enveloppe, j'ai besoin que tu outrepasses le secret professionnel et que tu me dises réellement de quoi est-ce que nous souffrons tous les deux, pourquoi au bout de 15 années, on n'a pas des enfants. Et le docteur qui dit, ce que je vais faire, je vais laisser l'enveloppe à l'accueil, je vais demander ou laisser des instructions pour que ce soit vous deux qui passiez prendre. Et si tu passes en premier, bah, tant mieux pour toi. Mais je ne peux pas ouvrir l'enveloppe et te donner les résultats. Et c'est comme ça que la dame, elle va retirer cette enveloppe. Elle rentre à la maison. Elle dit à son mari qu'elle est allée retirer les résultats et qu'il devait s'asseoir pour lire les résultats. Monsieur a disparu. Il a disparu. Et donc, ce qui oblige la dame à ouvrir son enveloppe toute seule. Elle ouvre l'enveloppe, poteau rose. Le monsieur est clairement stérile, incapable de faire d'elle une maman. Et ça, ce monsieur le savait depuis 15 ans de mariage. Ils étaient en train de tomber dans leur 16e année. Et la famille du monsieur a toujours indexé et accusé la femme de n'avoir pas fait d'enfant à leur fils. Avec les mots qui vont avec. Vous savez comment on est en Afrique. Hein? Au lieu de on me le diagbagbo, on me le diviner. Tous les mots, les insultes qu'on n'a pas imaginées, elle a tout essuyé. Elle a vraiment tout supporté. Et quand elle découvre ça, elle dit, OK, là c'est bon. J'ai donné ma vie, j'ai donné 15 ans de ma vie à cet homme. Il a pu me mentir droit dans les yeux. On aurait pu en parler, on aurait trouvé une solution. Il a préféré jouer à l'arbitre, il a fait les choses comme il voulait.
je vais m'en aller. Et elle a demandé le divorce. Elle a quitté ce monsieur et au bout de 5 mois, elle est tombée enceinte d'un autre homme. Et aujourd'hui, elle est mère de famille, elle vit tranquillement dans son foyer. Je ne sais pas ce que le monsieur est devenu, mais c'est pour revenir encore sur la question. Beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent dans cette situation. Elles n'ont pas la possibilité de parler, elles ont peur des regards des gens. Il y en a qui auraient aimé ou souhaité peut-être adopter pour pouvoir cacher un tout petit peu le problème. Mais malheureusement, les hommes sous nos cieux ne sont pas non plus d'accord avec la question de l'adoption. Et ça devient compliqué. On préfère encore aller dehors et montrer sa masculinité en prenant d'autres femmes comme maîtresses. Et ce qui finalement se passe, c'est que ces maîtresses ayant conscience que cet homme ne peut pas forcément donner des enfants, elles prennent ailleurs. Vont choper des grossesses ailleurs et viennent maintenant à les attribuer à ces hommes. D'où les grossesses attribuées la plupart du temps. Et ça devient encore un autre problème. Donc, c'est comme une spirale dans laquelle tout le monde se retrouve et c'est seulement Dieu qui vient sauver ses enfants. Aujourd'hui, je crois qu'il est important que nous revenions sur la question. La question peut être, le problème peut être réglé. Seulement si les personnes qui se retrouvent dans une situation d'infertilité acceptent de se faire consulter assez tôt et de suivre des traitements. Voilà. Ce n'est pas une situation irréversible. Le docteur l'a dit hier, avec un traitement, on peut finalement trouver la réponse aux questions ou une solution à la situation. Malheureusement, un homme n'admet pas d'être dans cette situation de stérilité ou d'infertilité. Surtout l'homme africain. Surtout l'homme africain, voilà. Parce qu'il y a son ego qui est fouetté. C'est comme si, quelqu'un m'a passé le mot ce matin, c'est comme s'il était castré en public, parce que accepter de ne pas pouvoir donner des enfants à une femme, c'est perdre sa condition, sa masculinité, sa condition d'homme. Et malheureusement, beaucoup de familles en souffrent, beaucoup de problèmes au quotidien, et il est temps qu'on en parle. Elle va monter sur le plateau. Moi, je ne voulais que partager cette petite expérience avec vous. Je sais que ça a touché des gens qui sont présentement là-dedans. Si vous voulez, vous pouvez témoigner sur le numéro affiché au bas d'écran, toujours dans l'anonymat. Nous, on n'est pas ici pour dévoiler quoi que ce soit à qui que ce soit. On est là pour vous apporter des solutions. Et elle va vous dire pourquoi on a choisi cette thématique pour l'émission d'aujourd'hui. Avec Miss Ruth, nous allons accueillir sur le plateau Miss Eve. Mardi Débat. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un nouveau numéro. Bonjour le plateau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique assez spéciale et je me suis inspirée de cette thématique pour mettre ma tenue d'aujourd'hui. La vie est rose, certes, mais elle est pleine d'épines. Et parmi ces épines, nous avons une particulièrement qui a attiré mon attention aujourd'hui, l'infertilité. En langage plus clair, par définition, l'infertilité, qu'est-ce que c'est? C'est le manque de reproduction, que ce soit chez l'homme que chez la femme. Et ce phénomène conduit généralement, l'ont dit mes confrères sur ce plateau, aux grossesses attribuées. Est-ce une mauvaise ou une bonne chose? Les thèmes médicaux sont-ils en adéquation avec infertilité, grossesse attribuée? Qui a tort et qui a raison? Qu'implique réellement l'infertilité d'un homme et d'une femme? Comment prévenir cette situation pour un jeune couple désireux d'avoir une progéniture? Pourquoi est-ce que, dans notre société aujourd'hui, la femme est étiquetée de plaie en cas d'infertilité dans le couple? À cette dernière question, on répondra certainement avec ces proverbes arabes qui disent « Vilaine féconde vaut mieux que belle stérile ». En attendant, restez scotchés devant vos postes téléviseurs. Et nous, ici, avec notre stéthoscope, nous allons prendre le pouls de l'infertilité dans cette émission avec nos experts. Nous attendons vos pronostics sur le numéro qui est affiché en bas d'écran. Rebonjour encore dans Mardi Débat.
vilaine féconde vaut mieux que belle stérile. Belle stérile. C'est dur quand même. C'est difficile. Hein? Très, très difficile. Merci pour cette belle entrée. Nous n'allons pas perdre du temps. Nous allons juste faire monter également au plateau notre expert. Aujourd'hui, nous sommes avec un gynéco. Il est bel et bien dans le domaine. Il sait de quoi il parle. Et vous avez aussi des questions. Donc, lâchez-vous. Aujourd'hui, ce sera un tout petit peu comme une consultation gratuite. C'est votre coup de chance à vous. Et donc, n'hésitez pas. Il s'agit de qui? Alors, je te laisse l'introduire, Océane. Ah ben, on va passer la main à Miss Ruth. Il était avec nous déjà hier de toute façon. Il avait commencé à débattre de ce sujet avec nous au plateau. Aujourd'hui encore, on va le ramener sur ce plateau. Il est gynéco. Je vais quand même juste vous laisser une petite surprise. On va partir en musique et dès qu'il sera au plateau, nous allons dévoiler tout son parcours. C'est parti, on y va. Nous avons avec nous le docteur Maobero Mario, médecin gynécologue obstétricien. Médecin gynécologue et obstétricien. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Tout le monde, je vais bien. Bonjour. Merci d'avoir accepté pour la deuxième fois notre invitation dans cette émission. On n'aurait pas pu ne pas vous ramener parce qu'hier, vous avez compris, quand on a commencé avec la question de l'infertilité, les langues se sont déliées. À la maison, les réactions étaient énormes. On en a reçu ici énormément également. Et on s'est dit, ben, OK, tant qu'on y est, on va y aller également avec vous. Je vous en prie. Alors, quand on parle de gynécologue obstétricien, on parle de quoi de base? Alors, quand on parle de gynécologue obstétricien, c'est deux disciplines distinctes qui se rejoignent à un niveau donné. D'accord? La gynécologie, c'est cette discipline de la médecine qui s'occupe de toutes les affections à rapport avec l'appareil génital féminin et ou masculin. D'accord? Ce n'est pas seulement féminin. On s'occupe aussi de l'appareil masculin. D'accord? Et l'obstétrique, c'est... On va bien rapprocher le micro. Essayez de parler un peu plus fort. L'obstétrique, c'est cette discipline qui s'occupe de la grossesse, qui prend en charge la grossesse depuis la conception jusqu'à sa délivrance. Et les suites de aussi. Alors aujourd'hui, on va élargir un tout petit peu le champ de discussion. On va parler avec vous sur le plan santé, mais vous allez également partager le plateau avec nous sur le plan social en parlant des conséquences et des causes justement de l'infertilité. Alors, Madame Suzanne Adjité, elle-même étant là, au plateau, elle a déjà eu à rencontrer des couples souffrant de la question de l'infertilité où la femme a été beaucoup plus mise en avant ou accusée. Vous l'avez dit vous-même hier, c'est ce qu'on voit au quotidien sous nos cieux ici. Alors, première question rapidement. Vous êtes le docteur, c'est vers vous que beaucoup de personnes viennent. Aujourd'hui, s'il fallait faire un petit bilan entre les hommes et les femmes qui souffrent plus d'infertilité. Je vais préférer mettre mon expérience en évidence. Disons, c'est 50-50. Bon, ça, c'est pour éviter les problèmes. Non, pas pour éviter les problèmes. Comme l'a dit quelqu'un, pour la paix des ménages, le docteur a choisi de faire 50-50. D'accord, 50-50. Oui. Donc, je vais dire que les torts sont partagés. De toute façon, tout le monde en souffre de la même manière. Mais 50-50, c'est déjà beaucoup. Hein? Trop beaucoup. Parce qu'on a tendance à penser que l'homme n'est jamais stérile. Oui. Donc, 50-50, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et disons 98% sont les femmes qui viennent en premier. 98% sont les femmes qui viennent en premier. Le mari dit non, va voir le médecin d'abord pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Chez toi. Voilà. OK. Maintenant qu'on y est, docteur, finalement, sur les 90%, c'est des femmes. Oui. 2%, ce sont les hommes qui arrivent. Qui arrivent en premier. Quand ils arrivent, comment ils se comportent en fait? Parce que moi, je veux savoir dans quelle prédisposition ils sont quand ils arrivent. D'accord. Comme c'est souvent plus les femmes, il y a 3 catégories de femmes qui se présentent. Celles qui viennent directement et exposent le problème. Oui. Docteur, on me l'a dit, on le va. C'est la première classe. Oui. Il y a celles qui amènent un autre symptôme
ayant aucun rapport avec la maternité ou ayant un rapport avec la maternité en jeu. Elle a mal par ici, elle dit qu'elle fait des rapports sexuels et puis le sperme ressort. Automatiquement, on pense directement à ça. Maintenant, la 3e classe, c'est celle qui pense ou bien qui penserait que le problème ne vient pas d'elle. Elle vient carrément avec une autre histoire. D'accord? Et c'est quand on demande les bilans, que quand le bilan revient normal, elle se dit, et docteur, à quoi on a dit de l'équipe le dos? Parce qu'elle s'est rendue compte que le docteur n'est pas pris en compte. C'est ce volet-là. Voilà. Ouais. Et puis voilà, c'est ces 3 catégories souvent que nous avons. Alors, dans les analyses, docteur, quels sont enfin, dans le traitement, quelles sont les analyses que vous demandez? C'est quand une personne veut savoir si elle souffre d'infertilité ou pas. Les analyses ne sont pas systématiques. Ce n'est pas catalogué. C'est en fonction du couple que nous demandons des analyses. Mais il y a un bilan standard, quel que soit le couple que nous demandons souvent. Et c'est ça, je l'ai expliqué hier pour ceux qui nous ont suivis. Il y a 4 éléments majeurs qui entrent souvent en jeu. C'est les ovaires, c'est l'utérus, là où le bébé va rester, c'est le sperme, pour ne pas parler du spermatozoïde, et c'est le passage qui va permettre les deux à l'ovule et au spermatozoïde de se rencontrer. Donc, c'est tous ces éléments que nous mettons en jeu et nous demandons des bilans par rapport à cela. Et quand on parle de spermogramme, alors spermogramme ou chez la femme, c'est encore une autre analyse. Est-ce qu'on peut les citer déjà, définir ce que c'est qu'un spermogramme? Non, le spermogramme, c'est souvent couplé même d'ailleurs à la culture. C'est cette analyse qu'on demande pour voir les différents éléments que constituent le sperme de l'homme. D'accord? Dans ces examens chez l'homme qu'on fait, on prend une petite quantité de sperme et on voit les différents éléments qui s'y trouvent pour voir si c'est normal ou pas. D'accord? Par rapport à leur qualité, à leur mobilité, à leur viscosité et à leur rigueur de manière générale, c'est ça. Et chez la femme, quand elle doit faire cette analyse, comment on appelle ça? Non, chez la femme ne fait pas le spermogramme. La femme, par exemple, pour un bilan basal, fait l'échographie et une radiographie des trompes et un bilan hormonal. C'est ça souvent. D'accord. OK, parfait. Alors, maintenant, on va aller avec les questions. Miss Niélé en a préparé, nous tous on en a également. Aujourd'hui, docteur, maman Suzanne, pourquoi c'est aussi difficile pour les gens d'admettre qu'on puisse avoir des problèmes pour procréer et de faire ce qu'il faut pour simplement remédier à la situation? Parce que quand on fait une analyse, on a l'impression que les gens soupçonnent d'avoir des problèmes, mais n'osent pas aller vers les médecins pour se faire consulter. On préfère rester à la maison, on s'en remet à Dieu en se disant que voilà, un miracle va arriver, alors que c'est plus facile d'aller à l'hôpital, de se faire checker et de suivre un traitement. Alors, quel est le blocage? Je vais partager cette question entre maman Suzanne et vous. Maman Suzanne. Oui, il y a un vrai blocage. Aujourd'hui comme dans tous les temps, il y a un vrai blocage, mais pourquoi ce blocage? C'est la honte. C'est la honte. On se sent inférieur, on se sent stigmatisé, on a l'impression que vraiment on est fini si on n'arrive pas à avoir un enfant. Et le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Qu'est-ce qu'ils diront derrière mon dos? Mais donc, ça, c'est quand vous-même vous apportez l'information sur la place publique. Sinon, je donne un exemple. Guy Watson, je ne dis pas que c'est ton cas, lui, c'est le papa de beaucoup d'enfants. Alors, Guy Watson se retrouve marié et au bout d'1 an ou 2 ans, parce que hier, vous l'avez dit, au bout d'1 an, déjà, quand il y a un enfant qui ne vient pas, au bout de la 2e année, il faut se poser des questions. Donc, au bout de 2 ans, il n'y a pas d'enfants qui viennent. Guy peut décider lui-même, comme ça, de son propre chef, d'aller voir un docteur pour savoir ce qui déjà ne va pas chez lui, avant même d'en parler à sa conjointe, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que cette démarche n'est pas faite par les hommes? Oui, pourquoi? L'homme n'a pas envie d'aller se faire dire qu'il est infertile. Il n'a pas envie. L'homme, dans sa tête, nous sommes dans une société patriarcale. Et l'homme est sublimé.
il est idéalisé. On pense que c'est le Tout-Puissant. Et c'est ça. Et ce n'est pas possible qu'il ne soit pas capable de donner la vie. Donc, ça fait que se dire déjà qu'il va aller voir ce qui ne va pas chez lui, c'est déjà être brimé quelque part. C'est déjà être infériorisé quelque part. Et donc, il fait tout pour cacher ce côté-là. Et même quand ça ne va pas, tu l'avais déjà dit, il dit à sa femme d'aller se consulter. Il y a un couple qui a traversé ce problème-là. La femme a fait tous les examens. On a vu que son système hormonal était déréglé et on lui a donné de la progestérone et tout. Et finalement, elle a été mise sur Humégon avec échographie à l'appui. Ça fait beaucoup de technicité. Avec beaucoup... Mais elle a traversé tout ça. Mais le monsieur a été très bien. Le monsieur l'a toujours accompagné chez le médecin. Et ils ont toujours tout fait ensemble. Mais à partir d'un certain moment, on a toujours pensé que c'était la dame. Mais un jour, la dame a voulu changer de médecin. Et elle a changé de médecin. Elle est repartie seule chez le médecin. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, elle est repartie seule voir un autre médecin. Et le monsieur, c'était quelqu'un debout. C'était un grand quelqu'un, comme dirait l'Ivoirien. Et j'ai vraiment aimé le comportement de ce médecin-là qui a adressé une lettre au monsieur pour lui demander de venir se faire consulter. Et il a confié la lettre à sa femme. Et donc, quand il a ouvert la lettre, il a lu, il a montré à sa femme et il lui a dit, je vais me rendre. Oui, parce que là, il s'est senti rassuré, mais est-ce que tous les médecins devraient faire cette démarche? J'ai trouvé ça très bien. Et quand il est allé, il a fait ses analyses et on a trouvé qu'il avait une azospermie. Ah, voilà, on va maintenant mettre les mots sur... Donc, tout ce que cette femme-là a fait, tout ce que cette femme-là a fait comme traitement, tout ce qu'elle a suivi, aucun traitement n'est sans effet secondaire. Ouais. Elle a subi tout ça là toute seule. Mais pour rien. Mais maintenant, il y a une azospermie qui se présente. Une azospermie, et c'est pas petit. Donc, oui. Mais elle couche avec un monsieur qui n'a pas de spermatozoïdes. Doucement, maman, doucement. Docteur, quand on parle d'azospermie, les termes reviennent. On a l'azospermie, oligospermie. Qu'est-ce que c'est? Avant de revenir à ça, je reviens sur la discussion précédente. Au fait, il y a aussi une notion d'ignorance chez l'homme. Je l'avais dit la dernière fois, à ne pas confondre la virilité et puis la fertilité. Oui. De manière culturelle, chez nous, quand on griffes, l'homme voit l'érection, il pense que non, bébé peut venir forcément. C'est pas la même chose. Donc, ne pas confondre la virilité et puis la fertilité. Donc, c'est ça souvent qui amène les hommes à penser que eux, non, tout va bien chez eux. Et si le problème, c'est chez la femme. En dehors de l'ego de l'homme, bien sûr. Il y a ça aussi qu'il faut mettre en compte. Maintenant, par rapport à l'azospermie et puis l'oligospermie, ce sont nos termes techniques pour dire que l'azospermie, il n'y a pas du tout de spermatozoïde dans le sperme de l'homme. Et puis l'oligo, c'est qu'il y en a un peu. Ouais. D'accord, c'est l'azo, c'est qu'il n'y en a pas, du tout. Et du coup, est-ce qu'une personne souffrant d'azospermie peut remédier à cette situation ou c'est irréversible? Non, c'est pas irréversible. Il suffit qu'on trouve la cause. Maintenant, si la cause est réversible, on peut traiter et puis tout revient dans l'ordre. Maintenant, même si l'azospermie est irréversible, on a toujours nos moyens pour arriver à bon port. Mais qu'est-ce qui peut en être la cause ou les causes de l'azospermie? Il y en a plusieurs. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça peut être lié à un défaut, bien à une anomalie de la fabrication même de ce spermatozoïde. Et les causes sont souvent les infections, les anomalies génétiques et d'autres maladies qui peuvent altérer la spermatogénèse. Donc, de manière générale, c'est ça. Maintenant aussi, on peut avoir une anomalie du passage du spermatozoïde. Si ça se bloque à quelque part, ça veut dire que dans le sperme, il n'y aura rien.
On va penser que voilà, que le monsieur n'a pas de spermatozoïdes, mais pourtant, il en a suffisamment. C'est juste que c'est bloqué à quelque part. L'exploration maintenant va nous dire exactement qu'est-ce qu'est la cause et si ça peut se traiter, on les traite. Et si ça ne peut pas, comment contourner le problème pour avoir un enfant, on le fera. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors on parle d'infertilité au niveau de l'homme comme au niveau de la femme. Moi, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des aliments qu'il ne faut plus manger, par exemple pour éviter l'oligospermie, comme vous le dites, ou pour carrément éviter en fait ces cas d'infertilité dans le couple? Alors, des aliments qu'il ne faut pas manger, non. Tout ce qui est mangeable, on le mange. Ça a toujours un bénéfice. Mais le conseil plutôt que je vais donner, c'est l'alimentation a un rôle important dans la formation du spermatozoïde. Et on est arrivé à un monde industrialisé maintenant qui fait qu'on ne mange plus naturellement. On ne mange plus ce qu'on a cultivé au champ. On mange les boîtes de conserve, les choses importées. Engrais, plein de trucs, voilà. pesticides. Et ça a une répercussion sur la spermatogenèse. Donc, la première des choses, c'est de manger plus ou moins naturel. Manger naturel, ça serait compliqué. Manger plus ou moins naturel. Essayez, quoi. Voilà. Et arrêter de fumer. Et diminuer un peu la consommation de l'alcool, faites des exercices physiques, et voilà. Et préférer des alimentations riches en fruits et en vitamines, voilà, pour améliorer la qualité du spermatozoïde. C'est ça. Alors, généralement, dans le couple, pour les jeunes couples surtout, qui viennent de se marier, ils se disent on attend une année avant de commencer à faire des enfants, par exemple. Et on nous a appris à l'école, je ne sais pas si ça a changé, qu'à chaque fois que la femme elle est en période d'ovulation et qu'il y a cet écoulement sanguin-là, qu'il y a un taux d'ovules en fait qui meurt. Est-ce que c'est un an d'attente dans le couple où on se dit on utilise des méthodes contraceptives pour ne pas avoir d'enfants peut créer justement un cas d'infertilité à la longue? Alors, c'est une question intéressante puisque quand les couples viennent, et s'il arrivait qu'ils ont eu à adopter une méthode contraceptive, directement, ils indexent la méthode contraceptive. Non, les méthodes de contraception que nous avons n'altèrent pas vraiment. Je dis n'altèrent pas vraiment parce qu'il peut arriver par moment qu'une méthode peut entraîner des troubles du cycle. Voilà. Mais Dieu merci, nous savons les gérer. Donc, je disais tantôt que la contraception n'altère pas vraiment le problème de fertilité chez la femme. Ça a des effets secondaires que nous maîtrisons, documentés, que nous savons prendre en charge. Et puis, c'est à une proportion de 5% de toutes les femmes. Donc, ce n'est pas toutes les femmes qui auront ces effets secondaires. Et ces femmes qui ont ces effets secondaires, nous savons les prendre en charge. Et ça n'a pas vraiment un impact sur la fertilité ultérieure de la femme. Je reprends encore avec les... J'arrive, juste une seconde. Docteur, les pilules du lendemain. Aujourd'hui, la fréquence de prise des pilules du lendemain, est-ce que ça peut également porter entrave justement à la reproduction chez la femme? Et au niveau de l'homme, on sait que beaucoup d'hommes aujourd'hui, pour être virils, pour tenir au lit, prennent des substances, ça peut être des médicaments ou des fortifiants ou plein d'autres choses, ça peut être traditionnel comme chimique, pour garder en fait voilà, ce mood des talons. Est-ce que ça également, ça peut agir sur leur virilité, sur la question de l'infertilité? D'accord. Alors, par rapport à la pilule du lendemain, je vais faire, entre griffes, parler de ça un peu. Ça fait partie des pilules contraceptives, bien sûr. Mais est-ce la bonne méthode de contraception pour un couple qui ne désire pas avoir de l'enfant? C'est la question que moi aussi je me pose. C'est comme si on a mal à la tête. Habituellement, on prend du paracétamol. Et habituellement, c'est 2 comprimés. Est-ce qu'il peut vous arriver un jour que vous avez mal à la tête et puis vous prenez 100 comprimés de paracétamol? Vous voyez que c'est trop. C'est pas logique. C'est ce que nous faisons quand nous prenons la pilule contraceptive d'urgence appelée pilule du lendemain. L'hormone est tellement dosée
que ça peut avoir une répercussion, bien des effets secondaires plus importants que la contraception classique que nous avons. Donc, c'est pour attirer l'attention de nos sœurs que si on a fait un planning pour ne pas avoir un bébé dans un moment donné, il sera préférable d'adopter une meilleure contraception que la pilule du lendemain. Comme je le disais... Les choses que les garçons prennent là, mais s'ils ont pris plus d'un gourou, voilà. Je ne sais pas quoi. Alors, toi, tu donnes même le nom comme ça là. Ça là, docteur, ça peut avoir quel effet? Oui, ça peut avoir un effet à la longue, ça peut entraîner des troubles érectiles. D'accord. Les troubles érectiles? Oui, les troubles érectiles. Ça veut dire maintenant, quoi on touche la virilité de l'homme. Ok. D'accord. Ça peut avoir des troubles érectiles à la longue. Et ces troubles peuvent être à l'origine de l'infertilité en ce cas précis. D'accord. Je n'ai pas indexé la pilule du lendemain comme l'un des facteurs pouvant entraîner l'infertilité. Mais par contre, les produits que nous prenons pour être plus virils peuvent à la longue entraîner des troubles érectiles et puis ça peut être à l'origine de l'infertilité. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à la question de contraception. Supposons qu'une jeune dame qui vient de se marier et a choisi donc les injections. Je ne sais pas comment vous les appelez chez vous. A choisi les injections. Et après une année, ils ont décidé donc d'arrêter. Et il se peut que lorsqu'elle prenait les injections, elle n'avait plus ses règles. Maintenant, après, elle a commencé, mais le cycle, elle peut avoir ses menstrues 2 fois dans un seul mois. Un mois qui va venir, elle n'aura pas ses règles. Est-ce que ça aussi peut entraîner l'infertilité chez la femme? Oui, ça peut entraîner l'infertilité. Puisque avant qu'on ait la grossesse, il faut que certaines conditions soient réunies. Donc, les règles qui viennent périodiquement après une ovulation bien définie. Donc, ces troubles font qu'il y a des cycles qui n'ont pas d'ovulation par moment. Mais c'est des trucs que nous savons et documentés. Dès que la dame arrête la contraception et remarque ces troubles, la première des choses, c'est de revenir à l'hôpital pour qu'on corrige ça d'abord. Et maintenant, après un temps donné, si la grossesse ne vient pas, il revient nous voir toujours. Cas pratique pour cas pratique. Alors hier, il y a une personne qui avait demandé si l'infertilité peut également accueillir cette situation de sperme qui ressort après un acte sexuel. Est-ce que ça veut dire que la femme a un problème? Est-ce que c'est la qualité du sperme de l'homme qui n'est pas bonne et qui ressort finalement quand c'est comme ça? Est-ce que déjà de base, docteur, il y a un problème? Si oui, il se situe? Il n'y a aucun problème. Ça peut sortir comme ça? Oui, le sperme, c'est un liquide. C'est pas fait pour sortir, hein, docteur? Si. C'est pas fait pour sortir, bien évidemment. Mais dès que vous vous mettez debout, ça peut sortir aussitôt. C'est du liquide. Maintenant, ne pas confondre le spermatozoïde et puis le sperme. Dès que vous avez il y a un éjaculat de sperme qui bat, les petits bonhommes, ils sont déjà partis loin. Très, très, très loin. Donc, ce qui sort... Oui, loin même. Mais ce qui sort, c'est juste le liquide séminal et puis c'est les autres composants qui sont sortis. Sinon, les bonhommes, ils savent où d'aller. Les vrais verbes partent à la chasse, la couverture reste dehors. Voilà. Merci pour l'image. Docteur, encore une autre question. Les infections. Les infections interviennent jusqu'à quel degré dans la question de l'infertilité? Les infections occupent une grande partie dans le contexte d'infertilité. Une très grande partie, dans la mesure où c'est à petits coups. On fait une infection aujourd'hui, c'est pas traité, c'est maltraité. On fait une seconde après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on arrive à des complications majeures qui peuvent être à l'origine de l'infertilité. Chez la femme comme chez l'homme? Chez la femme comme chez l'homme. Ce qui fait que l'infection occupe une grande partie, c'est que la plupart du temps, ces infections sont, dans notre jargon, asymptomatiques. Vous avez l'infection et puis vous ne savez pas. Ce n'est pas forcément mania. Quand je parle d'infection, ce n'est pas forcément mania. Ça peut être une infection du rôle de l'appareil, qui sont souvent silencieuses. D'accord? Et c'est ça, la plupart du temps, qui sont à l'origine des petits bobos au niveau du bas-ventre, qui sont à l'origine de l'infertilité, la plupart du temps. Je voudrais aussi qu'on... Oui, Guy, vas-y. Et enfin, il y a un cas pratique. Le monsieur et la dame
La dame a déjà accouché une fois, mais malheureusement, 1 ou 2 ans après, l'enfant est décédé. Et depuis là, ils n'ont plus jamais conçu. Quelle peut être la base? Parce qu'au moins une fois, ça veut dire qu'il y a la fertilité chez madame, et il y en a chez l'homme. Mais après, ça doit faire presque 30 ans. Ils n'ont plus eu d'enfants. Et qu'est-ce qui peut être à la base? Alors, je le disais hier qu'on avait 2 types d'infertilité. Voilà, le cas pratique, c'est l'infertilité secondaire. Madame a eu un enfant, malheureusement, l'enfant n'est plus, mais elle a eu du mal à concevoir. Ça s'appelle l'infertilité secondaire. Et ça partage les mêmes causes que l'infertilité primaire à différence près. D'accord? Et je le disais, ça peut être le problème de l'homme, parce que faire le spermogramme aujourd'hui, et dans 3 mois, on n'aura pas forcément les mêmes valeurs. Ça change en fonction du contexte et en fonction de l'âge. Et faire aussi peut-être de l'alimentation. Bien évidemment. Et faire aussi les examens chez la femme peuvent changer au bout d'une année ou 2. On n'a pas les mêmes résultats forcément. Donc, plusieurs causes peuvent être à l'origine de leur mal. Et il faille qu'ils aillent à l'hôpital pour avoir plus d'éclaircissement. Si on se met à citer ces causes, on ne va pas finir aujourd'hui. On peut toujours les brosser rapidement, ça ne gêne pas beaucoup. J'ai envie de poser cette question qui se réfère à la question de l'ablation de trompe. Alors, il y a des personnes qui peuvent avoir, par exemple, une grossesse extra-utérine. Voilà. Et au final, on peut en arriver jusqu'à enlever une trompe. Comment ces personnes peuvent avoir la chance de retomber enceinte? Dieu a été intelligent. Pour d'autres personnes plutôt parleront de la nature. La nature a été intelligente et puis il en a donné 2 à la femme. D'accord? Et quand ce phénomène survient comme ça et on coupe une trompe, Dieu merci, l'autre trompe est là pour continuer le travail. C'est juste que le taux de fertilité va diminuer un peu, mais l'autre est toujours là pour travailler. D'accord? C'est juste que ces femmes doivent être suivies de près. C'est pour ça qu'après ces opérations, on demande un contrôle régulier pour pouvoir anticiper les éventuels problèmes qu'on peut avoir par rapport à ça. Et si c'est les 2 trompes, docteur, qui sont enlevées? Oui. C'est fini? Est-ce qu'on ne peut pas avoir la chance de porter un bébé? C'est fini pour avoir la conception de manière spontanée ou naturelle. Mais ce n'est pas fini pour avoir un enfant. D'accord? Parce que Dieu merci, de nos jours, on a plusieurs méthodes maintenant pour forcément avoir son propre enfant. D'accord? Malgré qu'on n'ait pas les trompes. On peut en citer quelques-unes? Oui, c'est ce que nous appelons la procréation médicalement assistée ou la FIV, la fécondation in vitro. Mais ça coûte cher, non, docteur Sounoussieux? Cher, ce matin, j'ai mangé du ayumolu. D'accord? J'ai pris du ayumolu 200 francs. Oui. Et il y a un petit garçon qui est venu pour acheter du ayumolu. Et il a crié que 200 francs. Pour lui, c'est cher. D'accord? Mais pour moi, c'est ce que je mange tous les matins. Et qui est normal. D'accord. Donc, cher, ça dépend de la personne. Mais ça peut coûter combien si ce n'est pas indiscret? Pour ne pas être trop précis, disons 2 à 3 millions. 2 à 3 millions. Ça ne fait pas un quart de l'eau. Ça dépend de la zone, docteur. Ça dépend de la zone. Et ça ne réussit pas à tous les coups. Mais il faut savoir que c'est la meilleure méthode qui offre plus de chances de réussite. Oui, Guy? Alors, dans tout ça, il y a un point flou qui nous mine tous, c'est de voir la différence entre l'infertilité et la stérilité. C'est quoi la stérilité? C'est quoi la différence entre les 2 points? Est-ce que c'est la même chose, l'infertilité, la stérilité, ou bien il y a une différence? Non, bien évidemment, il y a une différence. Comme mon chef qui aime le blaguer dit, ça ne s'écrit pas de la même façon. Donc, forcément, il y a une différence. D'accord? Nous avons défini l'infertilité la dernière fois comme une incapacité, une difficulté à concevoir pour un couple hétérosexuel. Et nanani, nanana. Cette fois-ci, quand ce n'est plus une incapacité, une difficulté, c'est carrément une impossibilité. D'accord? C'est irréversible et définitive.
que le couple ait un enfant de manière spontanée ou naturelle. C'est en ce moment qu'on parle de stérilité. Mais finito. Cette expression est plus ou moins bannie maintenant. Pas bannie, on ne l'utilise pas trop. Je trouve ça un peu péjoratif aussi quand on dit qu'une femme est stérile. De nos jours, on a des moyens plus avancés pour permettre d'une femme de jouir de sa maternité. Donc, le terme est un peu maintenant mis de côté. Mais pourquoi vous avez rattaché ça à la femme? Parce que dans votre développement, vous n'avez pas parlé des hommes. Pourtant, la stérilité peut être également le cas d'un homme. Là, vous avez parlé d'une femme. Non, vous n'avez pas bien suivi. J'ai dit à une femme de jour de sa maternité. D'accord. Si j'avais mis en évidence l'homme, j'aurais parlé de sa paternité. Oui, mais pourquoi tout de suite mettre en évidence la femme? Justement, c'est ça. Pourquoi tout de suite aller vers la femme? Non, celle qui est souvent devant. Oui, justement. Moi, la grosse interrogation, c'est que depuis des générations, quand l'enfant ne vient pas, on indexe sa femme. 100% du temps, c'est la femme. Ouais. Or, j'ai donné un cas la dernière fois ici sur le plateau, c'est qu'un monsieur, avec sa femme, il sait pertinemment qu'il ne peut pas donner. Et il s'est rendu... Bon, la femme est tombée enceinte d'un autre homme et le monsieur, il a accepté prendre l'enfant. Le premier enfant. Le deuxième enfant, quand c'est arrivé, mais ses soeurs, sa famille sait pertinemment que le monsieur ne peut pas donner. Mais quand il a su que sa famille a commencé par douter le fait que la femme ait accouché un premier enfant et un deuxième enfant, le monsieur a pris toute sa famille, les deux enfants, sa femme et lui-même pour aller vivre ailleurs. Lui, il a décidé d'arranger la situation à son avantage. Oui. Parce que malheureusement, beaucoup ne font pas ça. Au départ, un homme peut accepter d'accueillir l'enfant d'un autre en âme et conscience. Il y a aussi, j'ai entendu dire qu'il y a des hommes qui autorisent leurs femmes à aller avoir des rapports avec d'autres hommes pour ramener une grossesse dans le foyer, juste pour que l'entourage ne doute pas en fait de la fertilité du monsieur. Bien évidemment, disons que c'est ce monde actuel dans lequel nous vivons. L'infertilité n'est pas née aujourd'hui. C'est un problème qui était là depuis bien avant l'arrivée des colons. Nos parents savaient traiter aussi l'infertilité, d'accord, à leur manière. Et quand ce problème se posait aussi, ils savaient comment résoudre cela. Et dans la documentation, dans l'histoire, c'est souvent le petit frère de l'homme, quand le problème provient de l'homme, bien sûr, voilà, qui joue ce rôle, pour que l'enfant ressemble trait pour trait à la famille. Donc, nos parents aussi savaient comment prendre en charge ce problème. Il suffit qu'ils inventent une histoire de déplacement. C'est les sages, souvent. Non, ils avaient des tactiques. Voilà. Et puis, le problème reste familial. Mais alors, est-ce que ne pas avoir un enfant est un crime aujourd'hui? Parce que finalement, quand on voit tout ce qu'on met en place comme stratagème, on se dit, ben, c'est comme si ne pas avoir un enfant sur Terre ne vous permet pas d'aller au paradis. Pourquoi c'est aussi compliqué? Et l'autre question, ne pas avoir son propre enfant, c'est un fait. Mais aujourd'hui, vous avez tellement d'orphelinats qui accueillent des bébés, de nouveau-nés, des enfants qui n'attendent que d'être adoptés. Pourquoi l'homme africain, l'homme sous nos cieux, ne voit pas la question de l'adoption comme étant une solution adéquate? Et comme je le disais, c'est plus ou moins culturel, mais au fur et à mesure, c'est en train de venir. Et toujours, quand je parle de prise en charge, ce n'est pas forcément obtenir gain de cause par rapport au bébé. Il arrive, nous aussi, quand on voit qu'arriver à un niveau donné, on ne peut plus faire autrement, on propose l'adoption. Ça fait partie de la prise en charge, même chez nous. D'accord? Donc, ce n'est pas une fin en soi de dire que, bon, désolé, je ne peux pas vous trouver un bébé, et puis c'est fini. Non. Mais combien c'est que sur un pourcentage de... Le pourcentage est faible quand même. Voilà. Que un couple accepte. Mais au fur et à mesure, je disais que c'est culturel. Au fur et à mesure, maintenant, ça a cette tendance à prendre effet. J'ai une question pour le docteur, à nos jeunes frères. Aujourd'hui, nous assistons au phénomène où on a des jeunes garçons qui ont 4 à 6 copines en même temps. Et qui ont régulièrement des rapports avec ces dernières. Est-ce que le fait d'être tout le temps actif sexuellement
peut engendrer... c'est même pas peu, ça va engendrer. La faible production du spermatozoïde et de sa qualité au fil des ans. Et en même temps, avant que vous nous répondiez, on a quand même... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que beaucoup plus de jeunes hommes aujourd'hui souffrent d'infertilité? Oui, je réponds d'abord à la dernière question. Bien évidemment, beaucoup plus de jeunes aujourd'hui souffrent d'infertilité. Et comme je l'ai dit, c'est lié à l'industrialisation. Aujourd'hui, en premier, c'est l'alimentation, c'est le mode de vie et le reste suit après. D'accord? Le problème ne vient pas de maintenant. Le fait que les hommes aient 2 ou 3 ou 4... Plusieurs copines. Avant, on savait que nos parents peuvent prendre 6 femmes. Mais les jeunes aujourd'hui ne sont pas encore mariés. Ils n'ont pas l'âge, mais à 15 ans même... C'était toujours là depuis... Quand tu prends une arme, tu mets les cartouches qu'il faut, tu fais la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, la 4e Guerre mondiale, la 5e Guerre mondiale. L'arme ne va pas tenir de la même façon que quand ça tient depuis la Première Guerre mondiale. Ça, c'est clair. Ça s'abîme. On pourrait leur expliquer ça de cette manière. Alors, je revenais, c'est un problème qu'elle a depuis ce phénomène de jeunes. Ce phénomène de jeunes garçons qui s'y plaît dans ça. Oui. Je ne vais pas dire que c'est ça qui peut être à la cause de l'infertilité, non. Okay. Sur ces millions de spermatozoïdes qu'on a en éjaculat, c'est un seulement qui va aller jouer le rôle. Donc, ce n'est pas forcément la quantité qui pose problème. Okay. Mais est-ce qu'à force de s'adonner à une bien vie évidemment, sexuelle ça réduit la qualité, voilà. la quantité du spermatozoïde. Ça, c'est clair. Okay. D'accord? Mais ce n'est pas ça qui va empêcher. Ça aussi, ça peut. Mais oui, en amont, ça va. Maintenant, avec les filles, parce qu'aujourd'hui, si les filles elles sont en relation avec plusieurs partenaires, est-ce que ça aussi, ça peut leur créer Par contre, oui, les études ont montré que le multipartenariat sexuel peut entraîner dans le sens où on a plus de chances de choper des infections. Et de mélanger les infections, et puis voilà. Et par la suite, à la longue, ça détruit ce que ça ne doit pas détruire. Voilà. Oui. Par contre, ça a un La impact. femme, elle est très exposée. Oui. Mais justement, parlons d'infection, docteur. Est-ce qu'il y a des maladies? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on tombe malade, on peut parler de palu, on peut parler de... Est-ce qu'il y a des maladies spécifiques qui vont conduire au phénomène d'infertilité? Oui, bien évidemment. Quand je parle d'infection, j'englobe. Il y a des infections typiques qui sont pourvoyeurs de fertilité. C'est l'infection à chlamydia qui représente une grande partie des infections qui sont à l'origine. Et le second, c'est le mycoplasma. D'accord? Ce sont des germes qui attaquent, qui ont cette sensibilité à toucher le haut appareil, les trompes, les ovaires, voilà. Et une fois guéri, laisse des cicatrices ou des séquelles. Maintenant, c'est ces séquelles qui empêchent, qui jouent un rôle dans l'infertilité. Sortez couvert. Docteur, encore une question. Oui. Quelqu'un voudrait savoir si les règles douloureuses peuvent être également la cause d'une infertilité. Non. Pour être direct à sa question. Mais il faut chercher à savoir qu'est-ce qui fait que les règles sont douloureuses. Si la cause peut expliquer l'infertilité, là, dans ce cas, on ira vers la cause. Voilà, donc ça fouette un peu quand même le sujet, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me glace toujours le dos. J'ai toujours l'impression qu'à chaque fois qu'une personne décide de faire des enfants, il faille retourner vers un médecin pour poser des questions. Bon, docteur, une femme qui a eu des enfants peut-être dans sa jeunesse et qui a laissé passer beaucoup d'années, dans quelle prédisposition elle doit être si elle a envie de refaire des enfants? Est-ce qu'il faut juste reprendre l'activité sexuelle pour tomber enceinte, ou bien il y a des traitements que vous faites pour accélérer, je ne sais pas? Des traitements s'il y a un problème au préalable. Okay. Mais de manière générale, tout est programmable de nos jours. Okay. Avant de se marier, il y a une programmation qu'on fait. Avant d'avoir des enfants aussi, bien évidemment, il y a un bilan qu'on fait pour voir si tout va bien, de la base, que souvent nous ignorons. D'accord? Et quand ce bilan est fait, on a plus de chances de concevoir aussi aisément. Okay. Je revenais à la situation précédente où vous disiez
que c'est souvent gênant qu'à chaque fois qu'on me fait des enfants qu'on vient à l'hôpital. Bien évidemment, c'est ce que nos femmes infertiles vivent la plupart du temps. Je vais venir encore aujourd'hui, je vais me déshabiller, je vais discuter avec le médecin, je vais lui parler de tout. Pour la plupart du temps, c'est gênant. Et arrivé à un certain moment, ça crée un stress émotionnel. Et on abandonne le processus. Voilà, c'est ça qui fait que je voulais en venir à là où le couple souvent abandonne par moment. C'est pas un souci. On va accepter notre sort. La volonté divine. Voilà, encore. C'est un cas. Il y a la dame qui a fait un accident. Et avec le processus de récupération et tout, et après, on lui dit que tu ne peux plus concevoir suite à l'accident que tu as eu. Est-ce que, avec l'évolution de la médecine aujourd'hui, est-ce que ces cas peuvent être traités? Bien évidemment. Il faut d'abord savoir exactement pourquoi on lui dit qu'il ne peut plus avoir d'enfant. L'accident, le traumatisme a touché quelle partie? Exactement. Donc, en fonction de la cause réelle ou bien de la complication qu'entraînait le traumatisme, on peut arriver à sauter ou bien à outrepasser le problème pour arriver à un enfant. Je prends un exemple simple. Si le traumatisme a fait que les conduits, le tuyau qui doit amener le spermatozoïde pour aller former le sperme est coupé et on ne peut pas le rattacher, on peut aller directement à la source, prendre le spermatozoïde et aller mélanger ça à quelque part, faire bébé et revenir mettre ça dans l'utérus. C'est un exemple que je donne. Pour ça, il faut en avoir les moyens quand même. Il faut avoir les moyens de la politique. J'aimerais poser une dernière question au docteur. Mais si tu le permets. Non, parce que j'ai plein de téléspectateurs qui ont aligné des questions aussi ici, si vous le permettez. Il y a une personne qui demande si, en faisant le planning familial de 5 ans, et qu'entre-temps, on le retirait après les 5 ans, au lieu de le retirer avant les 5 ans, est-ce que cela peut avoir un effet négatif? Non, pas de. Après les 5 ans, l'effet du médicament est fini. C'est juste du plastique qui reste dans le corps. OK. Oui, une autre question? Quand c'est un stérilet qu'on pose. Oui. Quand c'est un stérilet, ça dépend du stérilet, bien sûr. La durée, c'est entre... ce que nous utilisons ici, c'est entre 10 et 12 ans. D'accord? Après ça, ça n'a plus cette efficacité, mais ça reste quelque chose qui reste au niveau de l'utérus et ça peut toujours empêcher l'arrivée de bébé. Mais ça ne gêne aucunement si ça reste là-bas ou pas. Encore une question. Lorsque le sperme est de couleur jaune et fragile, est-ce que ça peut donner quelque chose comme conséquence? Oui. On revient sur la couleur. Si c'est jaune, comme je l'entends ou bien comme je l'imagine, c'est qu'il y a un problème. Donc, qu'ils viennent à l'hôpital pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'un saignement peut être dû à l'infertilité? Une personne se lève, elle n'est pas en menstrue, elle n'a rien. Pour la femme, elle se met à saigner, bizarre. Ou un homme se lève, il n'a pas d'infection, soit dit, mais il se rend compte que pour aller uriner, il y a du sang qui sort. Non, pas forcément. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qui ne va pas. Et avant d'incriminer le problème d'infertilité. Voilà. Alors, ils sont nombreux, docteur. Ils demandent juste que vous soyez gentil de leur dire où est-ce qu'on peut vous retrouver. Parce que beaucoup ne vont pas, malheureusement, s'exprimer à travers la messagerie, mais voudraient vous rencontrer personnellement, ce qui est d'ailleurs totalement respecté. On n'est pas ici pour exposer l'intimité de qui que ce soit. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je travaille à la clinique ATBF, la clinique principale qui est située à Tokweng-Banvier. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous joindre? Pour me joindre, oui, c'est le 91 81 90 68. Alors, on a le 91, notez en même temps. 91 81 90 68 91 81 90 6 8. Si vous avez envie de contacter le docteur, et je vous conseillerais de le faire assez vite quand même. Je pense aussi qu'il y a un exercice que les jeunes ne font pas. Quand on a envie de se marier, on ne cherche pas à savoir quels sont nos statuts. On se met en couple, on fait ce qu'il y a à faire et finalement, on fait face à des conséquences alors qu'on aurait pu y penser en amont et vivre une vie un peu plus saine. Est-ce que vous avez un dernier conseil à adresser à ceux qui nous regardent? Alors, un dernier conseil, je dirais que l'infertilité, quand on parle d'infertilité, on met en évidence le temps.
Et on ne prend pas en charge l'infertilité de manière isolée, un patient ou une patiente. C'est le couple en fait appel et son désir de maternité. Donc, cette culture qui nous a longtemps amené à envoyer la femme à l'hôpital avant l'arrivée du mari doit être bannie. Il faut venir être le mentor, être le soutien de la femme en consultation. Je vous remercie. Merci, docteur. Maman Suzanne, un dernier mot avant qu'on finisse. On va bien rapprocher. Je voudrais conseiller la consultation prénuptiale. Avant de se marier, il faut prendre la peine d'aller voir un gynéco, de faire les analyses, de voir si nous sommes compatibles ou pas, de voir si nous pouvons nous marier et avoir des enfants ensemble. Quelquefois aussi, ce n'est pas l'infertilité, ce n'est pas la stérilité, mais on est capable de faire des enfants, mais on n'est pas capable de faire des enfants en bonne santé. Donc, c'est très important. Voilà, quelque chose de lourd de dit par Maman Suzanne. En tout cas, merci Maman Suzanne. Guy Watson, tu et moi, on n'a pas de problème d'infertilité. Il ne faut pas me regarder méchamment comme ça. Tout va bien. C'est juste dire que peu importe la situation, que tu aies d'enfant ou non, c'est vrai que l'enfant procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais que tu sois infertile ou pas, le plus important, c'est la joie. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'enfants, mais il y a la joie, il y a le bonheur, ils sont heureux dans leur couple, donc c'est ce que je pourrais dire. Voilà. Et terminé. Alors, pour ceux qui veulent avoir des conseils pratiques, comme par exemple le coût d'un spermogramme, on ne se lève pas pour faire un spermogramme. Il faut aller en consultation pour que le docteur vous demande un spermogramme ou d'autres analyses. Donc, pour contacter le docteur, merci d'appeler le 91 81 90 68, tout simplement. Encore merci au docteur d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a fait une très belle émission. Un grand merci à Maman Suzanne qui aujourd'hui a laissé le temps, docteur, d'expliquer. Elle a parlé longtemps, elle est fatiguée, vous voyez. Elle a les mots techniques, par contre, de l'autre côté. Merci à Miss F pour la mise en situation. Merci également à Miss Ruth d'avoir partagé ce plateau avec nous. On se dit donc à demain mercredi pour retrouver l'émission spéciale Sport et Culture avec Miss Tilalo et Miss Pascaline. Bisous et à demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.